Pour le deuxième modèle, c'est le modèle quantique. Dans ce modèle-là, c'est un peu compliqué pour l'étude, mais c'est simple pour l'application. Chaque électron, donc on va essayer de déterminer la configuration électronique dans l'atome. Chaque électron possède une fonction appelée psi qui dépend de sa position et dépend du temps. C'est une fonction complexe euh, et cette fonction-là peut être déterminée, son expression, par l'équation de Schrödinger. La détermination de psi, c'est pas le but de ce programme-là, mais il suffit de connaître que si on connaît psi, la fonction psi d'un électron, on peut déterminer n'importe quelle propriété de cet électron-là. Et l'étude des fonctions psi, des solutions de l'équation de Schrödinger, montre que pour un électron dans un atome, on a quatre nombres. Donc cette fonction-là contient quatre paramètres. C'est ce qu'on appelle les nombres quantiques. On a n, l, ml et ms. Le premier, c'est n, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal. Le nombre n, c'est un nombre entier, c'est le nombre entier qu'on a vu précédemment. Il détermine la couche où l'électron existe. Donc dans l'atome, on a des couches et chaque couche correspond à un nombre n bien défini. Donc par exemple, pour n égale à 1, on parle de la couche K. Pour n égale à 2, on parle de la couche L. Pour n égale à 3, on parle de la couche M, etc. Donc selon la valeur de n, on connaît la couche où l'électron existe. Si on connaît le deuxième nombre quantique, c'est le nombre L. C'est ce qu'on appelle le nombre quantique secondaire ou azimutal. C'est un nombre qui nous permet de savoir la sous-couche. Donc à l'intérieur des couches, on a des sous-couches. Et si on veut connaître la sous-couche, il suffit de savoir la valeur de L. Et la condition sur L, c'est que L est entre 0 et n. Donc si on a par exemple n égale à 1, alors L est entre 0 et 1. Bien sûr, c'est strictement inférieur ici. Donc L égale à 0. Donc dans la couche K, on a une seule valeur de L, c'est L égale à 0. Et L égale à 0 correspond à la sous-couche S. Donc la couche K contient une sous-couche S. Alors que pour, par exemple, L égale à 2, et pour N égale à 2, c'est-à-dire la couche L, si on remplace par 2, on aura L inférieur strictement à 2. Donc on a deux valeurs, on a 0 et 1, car L est entier aussi. Donc 0 et 1, donc on a deux valeurs, deux sous-couches. La première c'est S et la deuxième c'est P. Donc à l'intérieur de la couche L, qui correspond au nombre n égale à 2, on a deux sous-couches. La première c'est la sous-couche S et la deuxième c'est la sous-couche P. Etc. On peut avoir étudié la couche M, la couche N et la couche O pour déterminer les sous-couches qui sont à l'intérieur de ces couches-là. Le troisième nombre quantique, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique magnétique. C'est un nombre qui permet de savoir l'orbital atomique. C'est à l'intérieur des sous-couches, on a des orbitales. Ou ce qu'on appelle les cases quantiques. Donc, si on connaît la valeur de L, c'est-à-dire à l'intérieur d'une sous-couche, par exemple, à l'intérieur de la sous-couche P, on a L égale à 1. Donc, la sous-couche P correspond à L égale à 1. Si on remplace ici par 1 et ici par moins 1, on aura ML est entre moins 1 et 1. Et donc, ML est entier aussi et appartient à Z. Donc, on peut dire que ML égale à moins 1 ou 0 ou 1. On a trois valeurs, donc on a trois cases quantiques ou trois orbitales atomiques, c'est la même chose. Donc à l'intérieur de la sous-couche P, on a trois orbitales atomiques ou trois cases quantiques. C'est ce qu'on représente ici. Voici les orbitales atomiques. Donc voici l'orbital S, les orbitales P, on a trois valeurs, c'est les valeurs
moins 1, 0 et 1. Et pour t, on aura moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc voici les différentes orbitales. Donc si on dit que l'électron existe par exemple dans le n égale à 1, n égale à 1, L égale à 0 et ML égale à 0, on parle de ici la première couche, c'est la couche K. Ici, on parle de S. Et S contient une seule orbitale, c'est cette orbitale-là. Donc l'électron existe quelque part dans cette sphère-là. C'est la signification de ça. Si on trouve que il existe par exemple dans M égale à 0, on peut dire que ça c'est M égale à 0. Donc l'électron peut exister ici ou là, dans une position. On ne connaît pas exactement où l'électron existe, mais on connaît qu'il existe par exemple dans Px, Py ou Pz. Donc on connaît qu'il existe à l'intérieur des lobes. Pour le quatrième nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique de spin. Le nombre quantique de spin nous permet de savoir un état de l'électron. Donc on parle maintenant sur l'électron et non pas sur la position de l'électron. On parle sur l'électron. L'électron peut avoir un spin égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Donc selon l'état de cet électron-là. On assimile généralement l'électron à une sphère qui tourne. Il peut tourner dans ce sens ou dans ce sens. Et selon la direction de rotation, on aura soit plus 1,5 ou moins 1,5. Mais en réalité, l'électron ne tourne pas, c'est un point. C'est seulement une simulation pour comprendre un peu la différence entre plus 1 et moins 1. On parle quelquefois d'un nombre de spin S, et S égale à plus 1,5 toujours. Donc MS, c'est l'analogue de L. ML est entre moins L et L. MS est entre moins S et S. Donc moins S c'est moins 1,5 pour un électron et S c'est 1,5. Donc MS soit égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Toujours le pas entre MS et le MS suivant c'est 1. Pour tous les nombres. ML et ML le suivant c'est 1, etc. Donc voici les 4 nombres quantiques et voici ici un tableau qui permet de connaître les sous-couches qui sont à l'intérieur de ces couches-là. Donc si on a la couche K, il contient seulement une seule sous-couche, c'est la couche S, c'est la sous-couche S, c'est ce qu'on appelle un S car elle est dans 1. Pour la N égale à 2, la couche CL, elle contient deux sous-couches, la sous-couche S et la sous-couche P. Et pour faire la différence entre cette sous-couche et cette sous-couche, on ajoute 2. De même ici, on a 3S, 3P, 3D. Et voici le nombre de cases qui existent à l'intérieur de chaque sous-couche. Donc dans la sous-couche S, on a une seule case. Ici, on a une seule case. Alors qu'ici, on a 3 cases. Donc 3 valeurs de ML. Donc 3 cases. Ici, une seule case. Ici, 3 cases. Et ici 5 cases. Donc D contient 5, P contient 3 et S contient 1. C'est le but de ce schéma-là. Donc voici les cases quantiques. Les cases quantiques d'une seule valeur de L sont regroupées toujours. Donc S est regroupé, P contient 3, D contient 5. C'est le but de cette étude-là. Et bien sûr, pour représenter l'électron, on a deux valeurs, soit plus 1,5 ou moins 1,5. Plus 1,5, généralement, il est représenté par une flèche vers le haut, alors que moins 1,5 est représenté par une flèche vers le bas. Donc, on a des électrons et on a des orbitales. Et on veut distribuer ces orbitales, ces électrons-là sur ces orbitales. Pour ce faire, on va utiliser les règles de remplissage. On a 3 règles de remplissage et on va commencer par la première règle. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli, c'est un principe simple et qui postule que deux électrons ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. C'est-à-dire, si on a deux électrons, chacun possède un nombre n, chacun possède un nombre L, chacun possède un nombre ML et MS.
Donc si par exemple n de premier c'est 2, L égale à 1, ML égale à 0, MS égale à plus une demi, donc il existe dans la deuxième couche, dans la sous-couche P, dans une case de la sous-couche P, c'est la case qui est au milieu, et il est vers le haut. Donc on aura une flèche vers le haut. Pour le deuxième électron, s'il existe dans la même couche, et dans la même sous-couche, et dans la même case, on doit avoir une différence dans ms, donc on doit avoir moins une demi. On ne peut pas avoir les quatre nombres quantiques identiques pour deux électrons. Ce qui permet de dire qu'une seule case contient au maximum deux électrons. Un électron avec une demi et l'autre avec moins une demi, les valeurs de ms. Donc voici le but du principe d'exclusion de Pauli. C'est un principe très important en physique, mais dans l'utilisation ici, il faut connaître l'énoncé de ce principe-là et il faut connaître l'utilisation. L'utilisation, c'est que une case quantique peut supporter au maximum deux électrons. La deuxième règle, c'est la règle de Klichkovsky. Pour cette règle-là, il nous permet de classer les niveaux énergétiques, les orbitales. On connaît qu'on a 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 5p, etc. Comment peut-on classer ça? C'est simple, il suffit de suivre cette règle-là. Cette règle nous dit que on remplit les électrons par n plus L croissant. Donc on regarde n plus L. Par exemple, si n plus L égale à 1, on aura seulement une seule possibilité, c'est 1s. 1s, c'est-à-dire que n égale à 1 et L égale à 0. Pour 2, on aura seulement une possibilité. On peut avoir n égale à 2 et L égale à 0. Toujours S correspond à L égale à 0. Et le nombre d'avant, qui est écrit avant, c'est la valeur de n. Pour 3, on aura 3s de p, etc. Donc, donc le classement des niveaux, c'est ce classement-là. Donc, on remplit 1s, puis 2s, puis 3s et 2p, puis 4s et 3p, puis et on remplit dans cet ordre-là. Mais lorsqu'on existe là, dans ce cas-là, on a n plus L, c'est le même. 3s et 2p possèdent le même n plus L. Donc, comment peut-on remplir? Est-ce qu'on va remplir d'abord 3s ou 2p? On continue la règle. La règle nous dit que si n plus L sont les mêmes pour deux niveaux énergétiques, on remplit d'abord le n le plus petit. Donc, on va remplir 2p puis 3s. Et ici, 3p plus 4s, puis 4s. Là, on va remplir 3d, puis 4p, puis 5s, etc. Et pour schématiser ça, on trace généralement ce schéma-là. On écrit 1s, 2s, 3s, 4s, etc. Ici les p, ici les d, les f, les g, etc. Et on remplit diagonalement. Donc on remplit 1s, puis 2s, puis 2p, puis 3s, puis 3p, puis 4s, etc. Dans cet ordre-là. C'est un schéma qui permet de simplifier l'utilisation de cette règle-là. La dernière règle, c'est la règle de Hund. Dans cette règle-là, on regarde la situation suivante. Donc, la situation où on a, par exemple, 2p, et 2p contient 2 électrons. Donc, 2p, c'est-à-dire que n égale à 2, L égale à 1, et on a 2 électrons. Le nombre des électrons, c'est 2. P contient 3 cases, donc on doit remplir 3 cases avec 2 électrons. Comment peut-on distribuer les 2 électrons sur 3 cases? Donc on a plusieurs possibilités. La règle de Hund nous permet de choisir une seule possibilité. Par exemple ici, si on considère ce cas-là, on a un électron avec plus une demi et un autre électron avec moins une demi. Donc la somme des ms, c'est 0. De même là, la somme de ms égale à 0. Alors qu'ici, la somme de ms, c'est une demi plus une demi, c'est 1.
la règle de Hund nous permet de dire que on choisit toujours la distribution qui nous donne la somme de ms maximum. Donc la somme de ms maximale. Si on a un autre électron et on veut ajouter un autre électron, on ajoute l'électron ici. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir la somme de ms égale à 1 plus une demi, c'est 3 demi. Si on ajoute notre électron ici, on doit l'inverser. Pourquoi? Car la règle de Pauli, qui nous permet de dire que dans une seule case, on ne doit pas avoir deux électrons de même direction, on doit avoir des électrons avec des directions opposées. Donc on aura ici une demi plus une demi moins une demi, donc égal à une demi. Donc c'est plus petit que le précédent. Et donc, toujours lorsqu'on a des électrons, on veut distribuer ces électrons sur la même orbitale. C'est l'orbitale P. Si on a l'orbital S par exemple ici, on peut avoir la 2. C'est une orbitale différente de celle-là. Donc, c'est les trois règles de remplissage qu'on utilise généralement dans notre cas. Maintenant, on termine notre chapitre par la configuration électronique. Donc, le but de tout ça, c'est de faire la configuration électronique. Pour cette configuration électronique, c'est simple, il suffit d'appliquer les règles. Donc, toujours, on doit tracer le diagramme qu'on a mentionné précédemment. Donc, 1S, 2S, 3S, 2P, 3P, 4P, 5P, etc. 3D, 4D, 5D. Et on va suivre la diagonale qu'on a ici. Donc, pour H contient un seul électron, donc on va commencer directement par un S. Un S contient une seule case, donc on va mettre notre électron vers le haut dans cette case-là. Donc on va écrire que la configuration électronique n'est autre que 1S1. Pour l'hélium, on va toujours commencer par un S, et un S c'est une seule case, mais dans ce cas-là, on a deux électrons. Si on a deux électrons, et une seule case, on peut dire qu'un électron vers le haut et un électron vers le bas. C'est la règle de Pauli. Pour le carbone contient 6 électrons. Donc S peut contenir au maximum 2, car elle contient une seule case. Après un S, on doit remplir 2 S. 2 S aussi contient une seule case. Toujours S contient une seule case, P3 et D5. Donc pour 2S, on remplit 2S par 2. Pourquoi? Car on a 6 au total, donc on doit distribuer les 6 atomes, les 6 électrons. Et puis pour P, il nous reste 2 électrons. Donc après S, on va remplir 2P. P contient 3 cases, et pour distribuer les électrons sur 3 cases, on a 2 électrons. On utilise la règle de Pauli, la règle de Hund. La règle de Hund nous permet de dire que on sépare les électrons au maximum possible. On peut mettre les électrons ici, comme on peut mettre notre électron là. C'est la même chose. Généralement, on trace cette configuration-là. Pour Na+, c'est un ion. Z égale à 11, mais ici, avec un plus, donc on a 10 électrons. Donc, 1S2, 2S2, 2P6. Pourquoi 6? Car la somme, c'est 10. La somme des puissances qu'on a ici, c'est 6, c'est 10. Donc, on a 2 en 1S, 2 en 2S et 6 en 3S, 2P. Si on veut remplir l'orbital P, toujours on suit l'ordre suivant. Donc, j'ai un électron, je vais le mettre ici. Le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième là, le cinquième là et le sixième là. Donc c'est l'ordre de remplissage des électrons. Et pour le faire, bien sûr, il suffit de suivre la règle. Après 2P, on remplit 3S. Après 3S, on remplit 3P. Après 3P, on remplit 4S. Après 4S, on remplit 3D. Et D, bien sûr, contient 5 cases. Et on fait la même chose, la même règle qu'on a ici pour D. Donc on remplit 1, 1, 1, 1, 1.
puis 2 à la fin pour trouver 6. Donc voici la configuration électronique de quelques atomes. Et bien sûr, on peut dire que quelques remarques ici. Pour les D, dans certains cas, on trouve que on a une configuration selon les règles. Par exemple, on trouve que la configuration c'est S2D9 et dans la réalité, on trouve que c'est S1D10. Et on vous demande d'expliquer ça. On explique ça par le fait que l'orbital D est plus stable s'il est rempli ou semi-rempli. Donc, si on a par exemple ici S contenant 2 électrons et D qui contient 5 cases contient seulement 4, on va avoir une excitation de l'électron pour remplir cette case-là. Donc on aura, au lieu de S2, on aura S1 et D5. Parce qu'il est plus stable. De même, si on a ici 9. Si on a 9 électrons, et ici 2, on aura une excitation pour trouver D9, D10 au lieu de D9. C'est la remarque suivante. Donc c'est l'explication des différents cas qu'on a. On peut avoir aussi une excitation d'un électron, c'est ce qu'on appelle l'excitation ici. On peut exciter cet électron-là vers cette case-là, sans avoir cette règle-là, sans la stabilité. C'est ce qu'on appelle atomicité. On ajoute un étoile sur cet atome-là pour mentionner l'excitation. Pour l'électron de valence, on va essayer de les faire dans la vidéo prochaine.